La génétique, c'est l'information, le processus qui fait passer l'information, qui passe de l'information à la molécule constitutive, à l'organisation cellulaire, à l'organisation des organes puis au système, c'est le développement. Et c'est Rémi Salomon qui va nous présenter le problème du développement rénal. Rémi Salomon est pédiatre, il est chef du plus prestigieux service de néphrologie pédiatrique de la nation. Nous sommes à l'Académie nationale de médecine et il est l'héritier des plus brillants pionniers de la néphrologie pédiatrique, Pierre Royer, Michel Broyer, René Habib et Marie-Claire Gubelaire. À toi la parole. Merci Georges pour cette introduction. Merci à Pierre Anco et aux organisateurs de cette journée de m'avoir donné l'occasion d'aborder avec vous ce sujet qui, moi, me passionne et qui, à mon avis, est pas assez connu. Je suis sûr que dans l'Assemblée, vous n'êtes pas tous familiers avec ce terme de programmation fœtale. Qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire? Donc, on va partir d'études épidémiologiques. Et on va beaucoup parler d'études épidémiologiques dans les minutes qui vont venir. Ça, c'est une étude, vous voyez, donc ça date un petit peu déjà, hein, ça commence à dater. British Medical Journal 1993, en Angleterre, une population de 1231 personnes âgées de 59 à 71 ans. Et on a regardé quel était le poids de naissance de ces personnes et la relation entre le poids de naissance et la tension artérielle. Alors ça, c'est des données qui peuvent paraître, hein, on a parlé des difficultés d'analyser le génome, donc ça c'est simplissime finalement, hein, le poids de naissance. C'est pas si simple que ça parce que je ne sais pas si dans l'Assemblée vous connaissez tous votre poids de naissance, probablement pas. Oui, certains oui, Georges me dit que oui, mais je ne suis pas sûr que si je demande à chacun d'entre vous quel est le poids de naissance, vous me répondiez avec précision. Donc pour ça, il faut avoir des registres, il faut avoir des registres exploitables, et donc c'est pas toujours évident. En tout cas, les Anglais ont pu le faire sur cette population et montrer assez clairement qu'il y avait une relation entre le niveau de la pression artérielle et le poids de naissance. Selon qu'on était alors une barre à 3180 grammes en dessous, on avait une tension artérielle systolique qui était supérieure de 4 à 8 mm de mercure par rapport à ceux qui avaient un poids de naissance supérieur à 3860 grammes. Alors 4-8, c'est pas beaucoup, mais sur une étude épidémiologique, c'est beaucoup. C'est même considérable. Sur cette même cohorte, dans donc un autre papier un peu antérieur, là c'est le diabète. Bruno Moulin parlait du diabète, qui est un des éléments déterminants la maladie rénale chronique, hein, en termes d'épidémiologie. Eh bien, là aussi, le poids de naissance est important et on a une augmentation de la fréquence du diabète qui est assez considérable quand on a un poids de naissance inférieur à 2495 grammes. Alors, cette question de la relation entre le poids de naissance et des maladies rénales et d'autres maladies qu'on regroupe sous le terme de syndrome métabolique, qui est donc indiqué sur cette diapositive, l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, ont été particulièrement étudiés dans certaines populations du monde, et notamment chez les aborigènes en Australie. C'est une population qui intéresse les néphrologues, car dans cette population, il y a une incidence considérable de l'insuffisance rénale terminale, un chiffre à 2700 par million, hein, qui est très nettement supérieur à l'incidence de l'insuffisance rénale terminale. En France, on est aux alentours de 150. Hein, donc vous voyez, c'est quasiment 20 fois supérieur dans cette population particulière des aborigènes d'Australie, dans laquelle il y a aussi une incidence très élevée du retard de croissance intra-utérin, c'est-à-dire qu'en fait, dans cette population, les gens naissent avec souvent un très petit poids de naissance. Et donc la prévalence de l'insuffisance rénale, mais également de l'HTA et du diabète, est beaucoup plus importante. Donc là aussi, un lien très fort dans cette population particulière. Une autre population qui a été étudiée et dans laquelle ces liens ont été étudiés, c'est une population en Caroline du Sud, dans laquelle il y a, alors l'augmentation est moins marquée que chez les aborigènes, mais quand même, par rapport au reste des États-Unis, vous voyez une incidence de l'insuffisance rénale de 268 versus 345 chez les habitants de la Caroline du Sud. Et donc, comme dans tous les pays du monde, hein, les grands déterminants de l'insuffisance rénale sont le diabète et l'hypertension artérielle. Et donc, si on analyse le poids de naissance, la couleur de la peau et le sexe, on a ces données ici. Donc, 1230 patients qui sont comparés à 2460 témoins. Et voilà, alors c'est un peu compliqué, hein. Il y a beaucoup de données sur cette diapositive, mais je vais vous les commenter. Vous allez voir, c'est finalement relativement simple à comprendre. Si on prend hommes et femmes,
Ici, on a le poids de naissance, petit poids de naissance inférieur à 2,5 kg, et on monte jusqu'à plus de 4 kg. Et vous voyez ici qu'il y a clairement un odd ratio, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'odd ratio, c'est l'augmentation du risque d'avoir une insuffisance rénale, et de 1,4 pour les personnes qui ont un poids de naissance inférieur à 2,5 kg. Et on retrouve cet odd ratio chez les hommes, peut-être nettement plus élevé chez les femmes. Si on regarde maintenant les différents déterminants de la maladie rénale, l'hypertension artérielle et le diabète notamment, on a également cette augmentation du risque avec le petit poids de naissance. Et pour le diabète, et ça c'est un autre point qui est connu de longue date, les enfants qui naissent, les personnes qui naissent avec, à l'inverse, un grand poids de naissance, au-dessus de 4 kg, ont également un risque augmenté de diabète. Cette étude beaucoup plus récente est assez marquante. C'est là, cette fois-ci, l'insuffisance rénale, la maladie rénale chronique chez l'enfant. Donc il y a très peu d'études épidémiologiques sur la maladie rénale chronique de l'enfant. Il n'y a pas de registre, et c'est des choses qui sont assez mal connues. Et donc cette équipe américaine a regardé dans l'État de Washington 1994, presque 2000 enfants qui ont une maladie rénale chronique. Alors la définition de la maladie rénale chronique est assez floue dans ce papier. C'est en gros des enfants qui ont soit une hypodysplasie rénale, des reins trop petits, ou une uropathie obstructive, dont on sait qu'un certain nombre d'entre eux vont développer une insuffisance rénale chronique. C'est en pédiatrie, de loin, la première cause d'insuffisance rénale chronique, c'est son malformation de l'appareil urinaire congénital. Eh bien, vous voyez là aussi que ces enfants qui sont nés avec un petit poids de naissance, en dessous de 2500 grammes, vous voyez, on va même pour les plus petits jusqu'à 400 grammes. Aujourd'hui, on a le progrès de la technique là aussi, je ne sais pas si c'est des progrès avec des guillemets, on va dire, permettent de faire vivre des enfants qui naissent très prématurés, avec des très petits poids de naissance, jusqu'à 400 grammes. Je ne vous raconte pas les difficultés qu'on peut avoir et la morbidité qu'on peut éventuellement avoir chez ces tout petits. Mais juste pour vous montrer ici, à nouveau l'odd ratio, donc le risque relatif d'avoir cette maladie rénale chronique chez l'enfant est de 2,4, ce qui est important pour les enfants qui ont un petit poids de naissance. Et si on regarde ici ce deuxième tableau, excusez-moi, c'est peut-être un petit peu petit à lire pour vous, mais à nouveau, on retrouve ici donc différents déterminants. Donc on a la première ligne, c'est le poids de naissance. Donc là, on s'intéresse dans cette cohorte à un sous-groupe de patients qui ont cette fois-ci une hypodysplasie rénale. Je vous ai dit uropathie obstructive et hypodysplasie rénale, donc ils sont moins nombreux, vous voyez, uniquement 78, et l'odd ratio est plus important chez ce sous-groupe d'enfants qui ont une hypodysplasie rénale. Le petit poids de naissance est un élément très important. Mais également, vous le voyez ici, le diabète maternel. Donc le fait d'avoir un diabète chez la mère était également un facteur de risque de voir se développer une malformation rénale chez l'enfant. Ceci, c'est une méta-analyse, on va passer assez vite dessus, mais pour vous dire qu'il y a aujourd'hui de très nombreuses études de ce type-là, de celles que je vous ai montrées, épidémiologiques, qui très clairement sont très convaincantes et nous disent que finalement avoir un petit poids de naissance, eh bien, c'est augmenter le risque d'avoir une maladie rénale chronique à l'âge adulte. Donc ici, le poids de naissance, pour vous résumer un peu les choses. Donc avec le diabète, cas particulier du diabète, où quand on a un poids de naissance augmenté, on a également une augmentation du risque. On ne va pas en reparler aujourd'hui pour ne pas compliquer le propos, mais ici, clairement, une augmentation du risque pour les patients qui ont un petit poids de naissance et pour l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale. Ici, cette étude, là aussi qui est très chargée, mais juste, je vais vous pointer 2-3 éléments. Donc, on s'est intéressé ici à la microalbuminurie, donc qui est un des marqueurs de la maladie rénale chronique, le premier marqueur de la maladie rénale chronique, et le débit de filtration glomérulaire chez des sujets à l'âge de 19 ans, donc qui sortent juste de l'enfance, ce sont des jeunes adultes qui sont nés très prématurément. Et on a regardé donc quelle était la prévalence, la fréquence de la microalbuminurie. Et on voit ici donc déjà, vous avez dans cette première colonne des enfants qui sont nés très prématurés et qui en plus de la prématurité avaient un petit poids, c'est-à-dire par rapport au terme, ils étaient en dessous, sur les courbes de Gauss, ils étaient en dessous de la norme. Et eux étaient par contre dans la norme. Et donc, vous voyez ici qu'il y a clairement, ici, chez ces patients, une corrélation à nouveau entre le poids de naissance, le débit de filtration glomérulaire à l'âge de 19 ans, donc très jeune, et également pour la protéinurie. Et vous voyez les chiffres, 3,8% de ceux qui sont nés prématurés avec un petit poids de naissance en plus, relativement, eh bien 3,8% d'entre eux avaient déjà à 19 ans une microalbuminurie. Si on regarde maintenant ceux qui étaient prématurés mais avec un poids
en rapport avec leur terme, eh bien, on est à 1,6%. Donc, clairement, cette population d'enfants prématurés, petits poids de naissance, 3,6%, c'est quand même important, ont déjà, à 19 ans, une microalbuminurie, ce qui veut dire qu'ils sont à risque important de développer, à l'âge de 35, 40, 50 ans, une maladie rénale, c'est-à-dire une insuffisance rénale et toutes les complications qui s'en suivent. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début, je vous ai montré des études qui viennent surtout d'Europe du Nord. Hein. En Europe du Nord, ils sont meilleurs que nous pour ce qui est de ces études épidémiologiques. Donc, cette étude est norvégienne. Cette fois-ci, on regarde le risque cumulé de voir apparaître une insuffisance rénale avec l'âge, 10, 20, 30, 40 ans, en fonction du poids de naissance. Et donc, vous voyez ici, donc ça c'est en percentile, hein, le poids de naissance en percentile. Donc, quand on est en dessous du 10e percentile, eh bien finalement, on a un risque plus important ici, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, de voir apparaître une insuffisance rénale avec l'âge. Alors pourquoi ? Donc évidemment, ce sont des études épidémiologiques qui nous montrent des faits très, très marquants. Maintenant, on va essayer de savoir un petit peu quels en sont les déterminants. Alors, les études ont été faites chez l'animal. À chaque fois, on essaie de faire, donc, dans l'expérimentation, on se tourne vers l'animal pour essayer d'apporter des explications. Donc, on a reproduit chez l'animal le retard de croissance intra-utérin, et ça, on sait le faire en déprivant la rate gestante en protéines. Une alimentation pauvre en protéines induit un retard de croissance intra-utérin, et on reproduit ce que l'on a observé chez l'homme, c'est-à-dire l'augmentation de la pression artérielle, le diabète et l'insuffisance rénale dans ces modèles murins. Et Claudie Merlet-Bénichou a fait, ce qui travaille ici à Paris, à Jussieu, a fait ses travaux hein, et a montré clairement qu'il y avait une corrélation entre le poids de naissance et le nombre de néphrons. Alors le nombre de néphrons, c'est la taille des reins. Vous savez, les néphrons, ce sont ces petites unités fonctionnelles qui permettent de filtrer le sang. Et donc chacun a un capital néphronique dont je vais vous reparler après. Mais en tout cas, chez l'animal, on peut compter assez facilement. C'est plus difficile à faire chez l'homme. On ne sait pas le faire, sauf sur des autopsies. On peut compter les néphrons chez l'animal. Et donc Claudie Merlet-Bénichou a clairement montré qu'il y avait une corrélation entre le poids de naissance de ces rats et le nombre de néphrons en leurs reins. Je vais passer là-dessus. Donc voilà le capital néphronique, le nombre de néphrons à la naissance. On n'est pas tous égaux. Ça, c'est une répartition gaussienne normale. On a en moyenne à peu près 1 million de néphrons, ces petites unités fonctionnelles, dans chaque rein. Mais certains en ont moins, certains en ont plus. Et certains en ont beaucoup moins. Et ça, c'est les patients dont Georges Deschênes et moi nous occupons. Ceux qui ont, au lieu d'en avoir 1 million, ils en ont 100 000. Et ils ont, dès la naissance, même avant la naissance, on est capable de voir, hein, le rein chez le fœtus produit de liquide amniotique. Donc c'est des fœtus qui ont moins de liquide amniotique et à la naissance une insuffisance rénale. Et on va s'en occuper parfois dès les premiers jours de la vie. Et puis il y a tout le reste de la population. Et on sait, alors vous voyez, on s'est intéressé au nombre de néphrons depuis déjà assez longtemps. Hein. Les travaux de Heyman en 1939 s'étaient déjà intéressés à compter les néphrons dans chaque rein. Et un papier plus récent, ici, a regardé quel était le rapport entre le nombre de néphrons et la pression artérielle. Alors je vous ai dit, chez l'homme c'est difficile, sauf sur des autopsies. Donc ça a été fait sur des autopsies. C'est un travail qui a été fait, c'est des personnes, des adultes jeunes, en général des morts violentes hein, par accident. Et donc on a regardé ensuite dans cette étude on a compté les néphrons dans les reins et vu qu'il y avait une corrélation entre le niveau de la pression artérielle qu'on avait recueilli chez ces personnes avant leur décès et le nombre de néphrons qu'ils avaient dans leurs reins. Donc là, on n'est plus ici dans la forme extrême de la réduction, ce qu'on appelle la réduction néphronique, mais bien ici sur cette partie un petit peu décalée, hein, sur la courbe de Gauss. Donc moins de néphrons, probablement, est un des éléments qui intervient dans la régulation du niveau de la pression artérielle. Et donc ça, c'est la théorie de Brenner qui dit on a le capital néphronique à la naissance, et finalement, quand il y a un deuxième événement qui arrive, donc le diabète, l'hypertension artérielle, un néphrotoxique, toute autre agression du rein va faire que, eh bien, si on a un premier risque, on va dire le capital néphronique qui est déjà peut-être un peu réduit à la naissance, ça c'est notre patrimoine, eh bien finalement, au cours de notre vie, on peut rencontrer un deuxième événement qui va nous faire basculer vers l'insuffisance rénale. Et voilà ce qui se passe au niveau du rein. Quand on a une réduction néphronique, on n'est plus capable après la naissance de fabriquer d'autres néphrons. Ça, on ne sait pas faire. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est hypertrophier les néphrons. Chaque néphron va filtrer plus et donc va s'hypertrophier et en fait, il va y avoir une usure qui va apparaître. Hein. C'est comme un moteur, quand en consultation, je fais toujours le parallèle avec le moteur le compte-tours de la voiture qui est toujours en permanence dans le rouge. Au bout d'un moment, eh bien, le moteur s'use et les glomérules vont se scléroser et on voit apparaître la microalbuminurie puis l'insuffisance rénale. Donc voilà, hein, la réduction néphronique à la naissance, une protéinurie qui en général annonce l'apparition de l'insuffisance rénale.
une autre façon de figurer, donc le capital néphronique déterminé à la naissance, et puis ensuite il faut faire avec pour le reste de la vie. Donc on va voir un peu plus dans les quelques minutes qui restent ce qui se passe ici, avant la naissance. Ça, c'est d'autres travaux qui ont été réalisés, qui sont également assez intéressants. Là, on n'est plus au niveau des reins, mais au niveau du phénotype vasculaire. On a regardé dès la naissance, on a fait des échographies chez des nouveau-nés, et on a mesuré ce qu'on appelle l'épaisseur de l'intima media. Et on sait, les cardiologues connaissent bien, les néphrologues aussi, que quand on a une épaisseur augmentée de l'intima media, eh bien c'est un déterminant précoce de la maladie athéromateuse. Et on a regardé, ça c'est assez fascinant, publié dans le Lancet en 2005, que les nouveau-nés qui avaient un poids de naissance réduit, petit poids de naissance, avaient une intima media qui était un peu plus épaisse, et c'était significatif. Donc peut-être déjà un déterminant de la maladie athéromateuse dès la naissance. Donc sur une méta-analyse, 17 études, vous voyez, on regarde le poids de naissance et l'accident ischémique cardiaque, donc là on bascule à nouveau vers le cœur, et on voit qu'il y a une augmentation, ou plutôt une diminution du risque d'avoir un accident ischémique cardiaque par kilogramme de poids de naissance en plus. Donc à nouveau une corrélation assez claire entre le poids de naissance et les coronaropathies. Et c'est ce qui a également été montré ici par Barker. Barker, c'est le nom qu'il faut retenir quand on parle de programmation fœtale. Ça a été vraiment le pionnier. Donc Barker a refait, bien après ses premières publications, une étude qui est intéressante car elle montre ici que finalement, là, donc ça a été fait à Helsinki, en Finlande, 357 hommes, 87 femmes nés entre 1934 et 1944 qui ont fait une coronaropathie, donc un infarctus du myocarde, une angine de poitrine. Et on regarde ici leur croissance, donc leur poids de naissance, mais également leur croissance dans les premiers mois, les premières années de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a une augmentation du risque qui est également liée à la croissance. Donc tout n'est pas déterminé à la naissance. Le poids de naissance, bon, c'est une chose, mais il y a également ce qui se passe après. Et le fait d'avoir une croissance augmentée, c'est-à-dire ici, donc sur ce diagramme que je dois vous commenter, c'est le Z-score, donc c'est l'écart à la norme. Donc ici, on est en dessous, on a un Z-score qui est en dessous de 0, donc on a un petit poids de naissance, ça c'est l'index de masse corporelle, mais on rattrape la moyenne, vous voyez ici, au cours des premières années de la vie. Et c'est là que le risque se situe. C'est pour ces enfants qui naissent avec un petit poids de naissance et qui vont avoir une croissance de rattrapage. On a toujours pensé, nous pédiatres, que la croissance de rattrapage c'était bien. Ben, c'est pas si bien que ça, parce que finalement ça fait augmenter le risque d'avoir une maladie coronarienne. Également, on a parlé du diabète, la résistance à l'insuline est également beaucoup plus marquée chez ces patients qui vont être avec un petit poids de naissance et avoir une croissance de rattrapage. Et ici, c'est une autre manière de représenter les choses. C'est une autre publication, mais c'est toujours la même cohorte, en Finlande. Et donc ici, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est juste, ça c'est l'odd ratio dont je vous parlais tout à l'heure, l'augmentation du risque d'avoir un accident coronarien. Et vous voyez qu'ici, c'est l'index pondéral à la naissance, et ici, c'est l'index de masse corporelle à l'âge de 11 ans. Eh bien, ceux qui ont un petit poids de naissance, et un BMI, un index de masse corporelle qui sont gros à l'âge de 11 ans, c'est eux qui ont le risque relatif de développer une coronaropathie la plus importante. Alors, dans la compréhension, il y a des théories qui expliquent un petit peu ce fait par ce qu'on appelle le thrifty génotype. Thrifty, c'est le fait d'être économe. Et donc, en fait, quand on vivait à la préhistoire, on avait une alimentation assez pauvre en protéines. Il fallait chasser, c'était pas toujours simple de chasser, de trouver de la viande, surtout avant la découverte du feu. Et donc, on avait une alimentation qui était beaucoup moins riche en protéines et moins calorique. Donc, l'organisme s'est adapté pour être économe. Et le fait d'avoir une résistance à l'insuline permettait d'être économe. Et évidemment, aujourd'hui, notre mode de vie est radicalement différent. Et c'est probablement ce qui explique donc les théories qui ont été développées beaucoup par M. de Gluckman, alors ici, c'est l'environnement pendant la grossesse, donc un environnement, on va dire, favorable, et un environnement qui l'est moins, c'est-à-dire avec une diète, on va dire, avec une diète plus pauvre en protéines, pour simplifier, et ça, c'est l'environnement à l'âge adulte. Et donc, on voit que ceux qui sont à risque, c'est finalement ceux qui avaient une diète, alors c'est pendant la grossesse, mais également, vous allez voir pourquoi, probablement sur les générations précédentes, une diète plutôt pauvre en protéines, et des enfants qui naissent et qui vont avoir pendant leur vie, au contraire, une diète riche en protéines. C'est l'histoire des aborigènes qui ont pendant des générations une alimentation pauvre en protéines et qui aujourd'hui bouffent du McDonald's. Et donc ils ont une alimentation qui n'est pas adaptée par rapport à celle qui a été celle de leurs parents, de grands-parents, arrière-grands-parents. Alors, je vais passer là-dessus. Donc, Madame Bochu vous a parlé des déterminants génétiques.
dans l'ADN des déterminants de l'environnement, et on sait, elle l'a indiqué, qu'il y a un lien entre l'un et l'autre. Et c'est notamment ce qu'on appelle l'épigénétique qui a été abordé par Madame Bochu. L'épigénétique, donc le code génétique, quand on parle d'ADN, le code génétique, c'est la séquence en nucléotides, Madame Bochu vous l'a rappelé, qui est déterminée, qui peut changer avec le temps, mais ça prend beaucoup de temps. Il y a des variants qui apparaissent, ces fameux variants, donc ils apparaissent au fil des générations, mais ça prend du temps. Il y a des modifications qui apparaissent beaucoup plus rapidement, c'est justement ces modifications épigénétiques. On ne change pas le code génétique, mais on change l'environnement du code génétique dans les régions régulatrices, ce qu'on appelle les promoteurs notamment. Et ça, ces modifications, donc c'est des méthylations ou sur ce qu'on appelle les ribosomes, certaines modifications sur lesquelles je ne vais pas me rentrer dans le détail, mais ça va faire que l'ADN, les gènes vont être plus ou moins exprimés. Ça rend l'ADN plus ou moins accessible. Ça compacte plus ou moins l'ADN, finalement, ces modifications épigénétiques. Eh bien, il y a une étude qui a été faite chez l'animal, à nouveau, là, chez le rat, ces fameux rats pour lesquels on fait une déprivation protéique. Eh bien, on a montré, chez ces rats-là, que certains gènes avaient des modifications épigénétiques, et notamment un gène qui nous intéresse ici, nous, néphrologues, c'est le récepteur de l'angiotensine AT1B, et donc on sait qu'il a un rôle important dans la régulation, notamment de la pression artérielle, et probablement avant la naissance, dans la détermination du capital néphronique. Eh bien, il y a le fait de dépriver les rats gestantes en protéines va induire des modifications épigénétiques chez le fœtus. Alors, il y a un modèle humain qui existe, qui est souvent mentionné quand on parle d'épigénétique, qui est une situation très particulière. C'est en fait une grande famine qui a eu lieu dans un pays, on va dire, développé, entre guillemets. Les famines, malheureusement, il suffit d'ouvrir le poste pour entendre parler de famine, mais plutôt dans l'hémisphère sud. Là, c'était une famine, c'est des circonstances historiques. Je vous rappelle, c'était l'hiver 44-45, Landschluss, c'est-à-dire la Wehrmacht, après le débarquement des Alliés, a fait le siège de la Hollande, et donc les Hollandais, en plus c'était un hiver qui a été très rigoureux, très froid, et donc les Hollandais ont souffert d'une grande famine. Et les Hollandais, j'ai parlé tout à l'heure des registres, les Hollandais, dès 1944-45, avaient des registres qui étaient assez bien tenus, et donc on a pu aller regarder finalement les déterminants, des choses assez simples comme le point de naissance par exemple dans cette population. Alors je ne vais pas revenir sur les détails, mais juste pour vous montrer, on a été regarder au niveau d'un gène qui s'appelle IGF2, qui est un facteur de croissance. Eh bien on a vu qu'il y avait, selon que la période de la conception des gens, donc c'était des gens qui sont nés, enfin qui ont été conçus pendant l'hiver 44-45 en Hollande, et suivant le moment de la conception, eh bien, il y a des modifications épigénétiques. C'est-à-dire que le fait d'avoir été, ces femmes qui ont été enceintes et qui ont souffert de cette famine en Hollande, ça a déterminé des modifications épigénétiques chez leurs enfants. Et je ne vais pas détailler ici, mais ces modifications épigénétiques ont été également mises en corrélation avec un certain nombre de pathologies que l'on décrit chez les descendants, donc chez ces enfants nés conçus pendant l'hiver 44-45 en Hollande, ont développé certaines pathologies, notamment des pathologies rénales, mais aussi des pathologies cardiovasculaires, même des pathologies psychiatriques qui ont été, et oncologiques qui ont été décrites dans cette population. Donc c'est un modèle très souvent mentionné qui est tout à fait passionnant, qui montre que l'environnement pendant la grossesse probablement joue un rôle dans le déterminisme de certaines pathologies. Donc voilà ce que j'ai voulu vous signifier ici. Donc l'environnement, on sait qu'il est important au cours de la vie, évidemment, mais il est, et on l'a vu notamment les toutes premières années, mais il joue un rôle important et probablement en partie par ces modifications épigénétiques de l'ADN, peut influer sur la programmation, jouer un rôle sur la programmation de certaines maladies à l'âge adulte. Donc pour résumer et pour terminer, réduction néphronique congénitale, le capital néphronique peut être réduit pour les raisons que je vous ai indiquées. Développement d'une protéinurie et de l'insuffisance rénale. Et donc, si on veut être un peu... Alors, tout ce qui est très simple est séduisant, car facile à comprendre, mais c'est probablement un peu faux. Mais enfin, il y a quand même... J'ai essayé de vous en convaincre dans les minutes précédentes. Il y a quand même des éléments qui nous font penser que cette programmation fœtale joue un rôle sur la détermination du capital néphronique, également de la pression artérielle et du diabète. Et donc on sait que le diabète et l'HTA, ce sont des éléments tout à fait déterminants dans la progression et l'apparition d'une maladie rénale chronique et d'une insuffisance rénale. Des facteurs génétiques et des facteurs diététiques qui vont également influer directement sur l'hypertension artérielle. Madame Bochu vous a rappelé l'agrégation familiale. On sait que quand on a dans la famille du diabète,
chez plusieurs personnes, plusieurs ascendants ou de l'hypertension artérielle, on a un risque relatif de développer un diabète ou une hypertension qui est plus important. Donc ces déterminants génétiques existent bien, également pour le surpoids d'ailleurs. Et les facteurs diététiques, donc ça c'est notre environnement, ça c'est ce sur quoi on peut agir directement, évidemment, va également être tout à fait déterminant dans notamment la charge sodée pour l'hypertension artérielle et la charge calorique pour le surpoids dans l'apparition de ces morbidités. Donc tout ça est lié probablement pour aboutir finalement à la maladie rénale chronique. Alors en conclusion et pour rester assez pragmatique, chez les enfants qui naissent, alors déjà de façon très pragmatique, il serait intéressant pour tout néphrologue de mettre dans l'observation le poids de naissance. J'ai essayé d'en convaincre mes collègues, c'est pas toujours évident, hein, comme on l'a vu, mais si on a cette information, en tout cas si on sait, parce que même si vous n'avez pas précisément votre poids de naissance, si vous êtes né prématuré ou avec un tout petit poids de naissance, ça en général vous le savez. Hein, on vous a dit, vous teniez dans une boîte à chaussures quand j'étais nouveau-né. Ça, en général, ça fait partie de l'histoire familiale. Donc, on le sait. Donc, ça, c'est au moins d'avoir cette information. Un très petit point de naissance, c'est certainement un élément important à faire figurer dans l'observation clinique. Pour ceux donc, qui sont nés prématurément, et donc ça, aujourd'hui, les néonatologues ont fait des progrès, entre guillemets, mais enfin, on a toute une cohorte de patients qui sont nés prématurés avec un très petit point de naissance. J'ai essayé de vous en convaincre, c'est une population à risque. Donc il est important, à mon avis, de faire passer une information. C'est pas toujours évident. J'ai essayé depuis déjà assez longtemps de convaincre mes collègues néonatologues de faire passer cette information. Et finalement, c'est vrai que quand on est très prématuré, on a une morbidité, je vous en ai parlé, qui peut être lourde, hein, notamment des craintes sur le cerveau, sur le poumon. Et donc finalement, quand on sort de cette phase difficile de la réanimation néonatale, on n'a pas, ce que m'ont répondu certains néonatologues, on n'a pas envie d'alourdir la barque et de dire, en plus, il y a un risque de maladie cardiovasculaire, de diabète, etc. Mais ceci dit, je me dis que si moi j'étais très prématurément et qu'à 40 ans, je fais un infarctus du myocarde, et que l'on ne m'a jamais tenu informé de ce risque, de ce surrisque que j'avais par rapport à un autre, peut-être que je pourrais éventuellement avoir des reproches à faire à ceux qui ne me l'ont pas dit. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut donner cette information en étant le plus précis possible et en rassurant. Il ne s'agit pas c'est un sur-risque, mais qui est quand même très modeste. Mais ça incite à faire une prévention. Donc, informer, rassurer et prévenir. Donc, évaluer le risque, l'histoire néonatale, familiale, hein, elle est importante, on l'a vu. Et puis, il faut suivre simplement, assez simplement finalement, la pression artérielle une fois par an. Et puis une bandelette urinaire, une microalbuminurie, quand on arrive à l'âge jeune adulte, de tremper une bandelette peut-être une fois tous les 5 ans ou quelque chose comme ça pour pouvoir assez précocement prendre les mesures qui s'imposeraient si on voit apparaître une microalbuminurie. Parce qu'on sait agir, hein, quand la microalbuminurie apparaît, on a aujourd'hui des outils pour ralentir l'évolution vers l'insuffisance rénale. Des mesures hygiéno-diététiques, évidemment. Avoir une alimentation qui ne soit par exemple pas trop riche en protéines. En plus, ça fait du bien à la planète. Mais c'est vrai qu'on a des alimentations qui sont bien plus... on mange bien plus de protéines que l'organisme a besoin. Donc il faut, dans ces cas-là, leur dire ne mangez pas trop de viande. Une fois par jour, c'est largement suffisant. Éviter le tabac. Le tabac est également un sur-risque. Voilà. Et puis plus si nécessaire. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Rémi. Le développement et la pathologie du développement, c'est passionnant. Et presque autant que la génétique. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Monsieur Ardeil. Oui, si vous voulez, vous nous avez parlé du faible développement de l'embryon durant la grossesse, mais vous ne nous avez pas dit quelles étaient les causes principales de ce faible développement. En particulier, vous avez passé sous silence les addictions chez la mère, alcool, tabac, cannabis, et l'utilisation de médicaments durant la grossesse. Et tous ces facteurs peuvent intervenir dans le défaut de développement de l'embryon. Donc, vous avez parlé de la prévention, c'est-à-dire il faut dire à quelqu'un, vous avez un petit point de naissance, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi lui dire s'il y a des antécédents d'addiction maternelle ou de prise de médicaments par la mère qui peuvent être nocifs sur le développement de l'embryon, vous avez un risque également.
Oui, oui, vous avez parfaitement raison. La première des addictions, d'ailleurs, c'est le tabac. Ça, c'est très clair, hein, beaucoup d'études le montrent. Le tabac est un facteur de risque important d'avoir un retard de croissance intra-utérin. Donc ça a été démontré par beaucoup d'études. Donc le tabac à proscrire absolument. Et alors, moi, j'ai parlé surtout de la diète, hein, de l'apport en protéines, sur des études épidémiologiques larges. Il ne s'agit pas d'aller dire aux femmes enceintes de ne plus manger de protéines. On est plus sur des déterminants de population. Mais à l'échelle individuelle, oui, certainement, les néphrotoxiques, le tabac en premier lieu, je dirais, hein, certainement, et puis d'autres drogues, et l'alcool aussi, l'alcool, tout à fait. Pierre Roncaud, puis Maurice Laville. Merci Rémi pour cet exposé remarquable. Il se trouve que j'ai entendu Barry Brenner la semaine dernière faire une lecture plénière au Congrès mondial de néphrologie exactement sur le même sujet et appeler, comme tu l'as fait, à un call for action, à une implémentation, parce que, bien entendu, tout le monde est d'accord avec la dernière plaque grâce à la vigilance et à la stimulation qui provient des pédiatres. En même temps, c'est très difficile à mettre en place si ce n'est pas institutionnalisé. Et ce que Brenner proposait, c'était bien sûr de relever le poids de naissance, de l'inscrire jusque dans la carte d'identité, j'exagère, et d'assurer une surveillance obligatoire des patients en mettant la barre à 2500 grammes. Alors sur une diapo c'était à 2495, on va pas chipoter, et ça rejoint d'ailleurs la remarque de Philippe Brunet qui était de définir les populations à risque de dépistage. Dans l'attente de la carte génétique des variants à risque, ce que tu as montré dans ton exposé, ce que Brenner a dit au niveau, on peut dire mondial, pourrait être mis en application au niveau français en impliquant les caisses d'assurance maladie, etc., etc. Je ne suis pas un spécialiste de l'institutionnalisation, mais je pense que là, on a une approche de mesure préventive qui est très importante. Oui, tu as raison, Pierre. Et tu sais même que certains pays de l'Europe du Nord la rendent réellement obligatoire, c'est-à-dire que le remboursement des médicaments est conditionné à un certain nombre de visites. Hein, donc pourquoi pas, en termes de politique de santé, je ne sais pas ce que Frédéric Pierru en penserait, mais c'est vrai qu'on peut être plus incitatif, hein, c'est-à-dire vraiment clairement il y a un risque. Donc là c'était plus parce que ça fait une quinzaine d'années hein, que j'en ai parlé quand Épipage, cette étude population de cohorte, moi j'en avais parlé à Gérard Bréard hein, dès l'époque et bon finalement ça n'a pas été retenu, les néonatologues à l'époque n'ont pas, je proposais ça, microalbuminurie, pression artérielle. Alors pression artérielle chez l'enfant c'est pas forcément évident, hein, il faut le mesurer, mais ça reste, mais à l'âge adulte, c'est surtout à l'âge adulte, tu as raison, c'est à l'âge adulte qu'il faut le faire, donc nous on est des passeurs finalement, hein, on doit passer l'information. C'est notre rôle de pédiatre de passer l'information aux néphrologues d'adultes pour leur dire cette population-là, il va falloir que vous les ayez particulièrement à l'œil. Donc oui, tout à fait d'accord, pour faire ensemble, avec vous surtout, néphrologues adultes, nous on est là pour vous aiguillonner, mais c'est vous les néphrologues adultes qui ferez le job d'aller suivre ces patients régulièrement. Maurice Laville. Oui, merci beaucoup Rémi pour l'exposé. Donc tu nous as parfaitement montré que les orientations actuelles, c'est d'essayer de rechercher si l'exposition à certains types d'environnement pendant les grossesses modifie l'expression de certains gènes, ce qui permet de retrouver ensuite dans l'enfance ou à l'âge adulte une association entre le poids de naissance et l'apparition de certaines pathologies. La question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y a des travaux sur la recherche de variants génétiques, de variants génotypiques qui pourraient être associés, qui pourraient prédisposer à la survenue d'un retard de croissance, en se disant que peut-être l'influence de l'environnement s'exerce aussi sur des terrains génétiques prédisposés. Oui, alors sur les variants génétiques, au sens de la séquence en nucléotides, il y en a probablement, je connais pas, je les connais pas, donc je pourrais, mais il doit y avoir. Mais les variants épigénétiques, cette empreinte épigénétique dont j'ai parlé, elle est présente. Alors elle n'est pas aussi, elle est inscrite, c'est une empreinte, et elle va rester quelques générations. Hein, on sait que ces populations nées, conçues pendant le 44-45 ans en Hollande, c'est les enfants, mais aussi les petits-enfants. On est à la génération des petits-enfants, on retrouve également ces pathologies. Ces empreintes, normalement, sont effacées plus ou moins avec le temps, mais elles restent quand même marquées quelques générations. Donc les empreintes, oui.
Merci Rémi pour cet exposé très clair. Deux petites remarques. Ton topo et celui de Brenner également, que j'ai entendu la semaine dernière, m'ont replongé dans une physiologie que finalement on n'explore plus tellement, qui est celui de la réserve fonctionnelle glomérulaire. Ah oui. Et qui retrouve son sens un petit peu dans cette problématique. Et puis, surtout, par exemple, parce que si on tient compte de la diététique, les végétariens ont tendance de base à avoir une réserve plutôt une fonction rénale un peu plus basse, mais quand on mobilise leur réserve fonctionnelle glomérulaire, elle est normale. Et le deuxième point que je voulais souligner, et qui a un impact pratique évident, c'est que le premier modèle de réduction néphronique auquel on est confronté dans la pratique clinique, c'est le donneur vivant, quoi. Donc moi, j'essaye d'avoir les poids de naissance de mes futurs donneurs vivants, et je confirme que c'est pas facile. Oui, tu as raison, c'est tout à fait probablement important d'avoir cette information chez ces gens-là particulièrement, qui vont se séparer de la moitié de leur capital néphronique quand ils vont donner un rein. S'ils partent d'un capital qui est déjà réduit parce qu'ils avaient un petit poids de naissance, peut-être qu'il faudra remettre en cause éventuellement, ou en tout cas être sûr qu'il n'y ait pas d'autres facteurs de risque à surajouter. En tout cas, c'en est un très clairement. Quant à la réserve fonctionnelle, oui, certainement, ce serait intéressant. La réserve fonctionnelle, peut-être pour ceux qui ne sont pas néphrologues, c'est le fait de challenger les néphrons, c'est-à-dire qu'on va leur donner une charge protéique plus importante et on va voir quelle est la capacité finalement de l'organisme à filtrer plus de protéines après cette charge. Donc ceux qui ont moins de néphrons, clairement, on sensibilise finalement par rapport à une créatinine plasmatique ou à un débit de filtration glomérulaire, on sensibilise la chose. Moi, j'ai une question à Bruno Moulin. Tu as clairement contre-indiqué un don de rein au-dessous d'un certain poids de naissance. Non. Ça t'est arrivé ? Non, mais je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on étudie, qu'on regarde les corrélations. C'est un item à rajouter dans le peut-être facteur de risque. Oui, vous savez qu'il y a eu des études récentes qui sont d'ailleurs contestées sur les donneurs vivants dans les cohortes notamment scandinaves, où ils ont montré qu'il y avait quand même un petit surrisque de développer une maladie rénale. Et donc, mais bon, il y a pas mal de paramètres qui peuvent être contestés, mais je pense que par exemple, l'analyse du poids de naissance aurait été intéressante dans cette cohorte. Oui, si on fait les bonnes comparaisons pour les donneurs vivants, c'est-à-dire que si on compare les donneurs vivants à une population qui a le même état de santé, puisqu'on fait un tri, donc on sait effectivement que ça, c'est un débat qui a fait couler pas mal d'encre. Merci aussi pour cet exposé très intéressant. Je voudrais juste mentionner un point que j'avais entendu dans des exposés précédents. Moi, je suis une physiologiste rénale, donc je ne suis pas du tout ni pédiatre ni médecin, je ne connais pas les cas précis, mais il y avait une distinction entre un petit poids de naissance dû à une naissance prématurée, mais avec un développement du rein qui n'avait pas été compromis, et puis le petit poids de naissance, éventuellement à terme, ou avant, mais qui était dû à un retard de développement fœtal. Donc il faudrait connaître non seulement le poids de naissance, mais également si l'enfant est prématuré ou pas. Je rappelle ces travaux que j'ai lus et qui me paraissaient quand même une distinction significative. Oui, vous avez raison. Les deux jouent finalement, puisque vous avez vu que dans cette étude que j'ai mentionnée des très prématuré, le poids de naissance, c'est-à-dire selon qu'on était dans la norme pour le terme ou en dessous, ça continuait de jouer. Mais donc ça montre bien que les deux sont importants. On fait des néphrons jusqu'à 30, on est capable de produire des néphrons pendant la croissance fœtale jusqu'à la 34-36e semaine du développement. Ce qui, évidemment, quand on est très prématuré, c'est 28, 26, voire 24 semaines de développement. On est loin du compte en termes de capital néphronique. Donc on a regardé, on est capable probablement de produire encore des néphrons ex-utéro. Mais l'environnement n'est pas aussi favorable et donc ça se fait certainement moins bien.